Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Julien, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut. Alors Julien, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours perso et pro, qui t'a amené finalement à prendre les rênes de Realstone SA? Avec plaisir. En fait, ce qui m'a amené dans l'immobilier, c'est un peu toujours du hasard. Oui. Je pense comme beaucoup de personnes. Mais peut-être juste pour une précision, j'ai baigné en fait dans l'immobilier tout petit, tout petit. Quand j'étais déjà étudiant, puisque ma grand-mère me demandait des services en fait. Est-ce que tu peux t'occuper de l'entretien de mon immeuble, de ma maison, et puis je faisais les extérieurs quoi. Ok. Jusqu'au moment où elle me dit là il y a un locataire qui part, tu crois que tu arrives à refaire le rafraîchissement de l'appartement? Ah c'est vrai. Les peintures. À 16 ans. Ouais. Et puis je m'y suis mis comme ça en fait. Ah trop bien. Donc c'est vraiment tu t'es mis très tôt, quasiment à l'adolescence finalement. Ouais. Voilà exactement. C'était pour rendre service en fait. Hein. Ouais. Et puis moi ça me faisait des sous pour m'amuser le week-end quoi. Trop bien. Donc voilà comment je suis rentré dedans. Et puis moi j'ai fait une carrière plutôt financière. Hein. Oui, à la base j'ai vu dans ton LinkedIn notamment. Ouais. Exactement. Donc c'est du pur hasard. C'est-à-dire que tout d'un coup il y a un poste, il cherchait un CFO chez Realstone. Mm-hmm. Puis je suis rentré comme ça. Génial. Et puis aujourd'hui, est-ce que tu peux présenter rapidement Realstone SA? Alors tout le monde connaît Realstone, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui découvrent ce milieu aussi. Est-ce que tu pourrais présenter ta société? Oui, bien sûr. Donc Realstone, on est gestionnaire de fonds de placement, oui. De solutions d'investissement et pas que de fonds de placement. On fait aussi des fondations et tout ce qui est lié à l'immobilier. Notre but, c'est d'être le gestionnaire le plus performant, le plus innovant, le plus durable. Mm-hmm. Pas que pour nos investisseurs, mais également pour nos locataires. Bien sûr. Ça, c'est peut-être quelque chose qui fait la différence aujourd'hui dans la qualité des objets qu'on va livrer et puis aussi dans les loyers qu'on est capable d'aller chercher. D'accord. Et en 2021, j'ai vu sur votre site que vous avez notamment lancé un plan d'action ESG à 10 ans avec des KPIs qui sont clairs. Où en êtes-vous aujourd'hui concrètement? On a effectivement fixé un plan à 10 ans quand on a lancé cette campagne. Faut savoir que pour arriver à ça, il y a eu un énorme travail des équipes pour pouvoir planifier. En fait, on faisait déjà des travaux sur nos immeubles, bien sûr, mais sans que ce soit coordonné à plus de. Là, on s'est coordonné à plus de 10 ans, quoi. Oui. Donc on a fait un énorme travail pour on va dire prioriser les plus importants aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'impact. Bien sûr. Ce qui n'était pas forcément fait auparavant. Et puis également en même temps, parce qu'il faut savoir que si on fait que de la rénovation aujourd'hui, c'est dilutif. Oui. Donc il faut planifier en même temps la densification des constructions qui vont compenser en fait ça. Parce que nous, notre but, c'est de faire croître les revenus. Oui, tout à fait. À long terme. Oui. Et donc on a dû mettre en place ce plan. Et puis aujourd'hui, on est en moyenne sur tous nos produits, donc on gère 5 milliards d'actifs immobiliers dans toute la Suisse via 4 solutions d'investissement. On est à peu près à 16 kilos de CO2 par mètre carré. Pour te donner un chiffre. Oui. Notre but, c'est d'arriver à zéro en 2050. Bien sûr. On sait que c'est pas possible sans la compensation aujourd'hui. Bien sûr. Le chemin est long. Mais la trajectoire, le premier goal, c'est 10 et 12 kilos sur nos deux fonds cotés. Et puis après, on sait que avec les travaux supplémentaires qu'on fait, on arrive quasiment à 6 kilos. Puis le reste, ça devra être de la compensation ou en fonction. Hein. Il y a encore plein d'idées qui peuvent se mettre en place et puis qui permettront d'arriver à zéro probablement. Ok, génial. Et aujourd'hui, tu dis aussi que requalifier des immeubles délaissés, c'est l'une de nos forces. Est-ce que tu as un cas concret sur ça justement? Je pense qu'on a un super cas à Genève. On avait racheté, on a fait un sell and leaseback avec Dupont de Nemours. Donc c'était leur siège social à côté de Palexpo, Grand Saconnet. Oui. Donc Grand Saconnet, juste pour donner le contexte, c'est un des endroits en Suisse, une des localisations en Suisse où il y a le plus de vacances.
Ok. Là, on parle de 20% et plus. Oui. C'est énorme, hein, pour les bureaux. Oui. Donc, on a acheté ces 20 000 mètres carrés de bureaux. L'idée, c'était de le transformer. Oui. Et puis d'en faire un hôtel pour entreprise. Malheureusement, on est tombé en plein pendant le Covid, donc ça n'a pas été facile de commercialiser. Ça m'a tombé, on va dire. Ça a pris plus de temps que prévu, clairement. Par contre, aujourd'hui, on a développé des services. Donc, il y a un restaurant, il y a un bar, il y a un fitness, il y a une crèche qui va arriver. Ça, on a signé le bail récemment. Génial. Il y a un centre de conférence, donc qui permet de donner un certain nombre de services pour tous les employés des entreprises qui sont locataires chez nous. Ok. Et donc ça a permis d'attirer une population d'entreprises qui sont assez intéressantes. On en a plus de 100 aujourd'hui. Ok. Pour te donner un chiffre, Plus de 100. Ok. Entreprises qui nous ont rejoints, qui adhèrent en fait à ce concept. Ah, génial ça. Donc parce qu'en fait, quand tu viens chez nous, il y a tout qui est compris. Oui. Enfin, il y a pas tout qui est compris, mais il y a tous les services qui sont possibles. Bien sûr. Ouais. Et puis ça, c'est chouette. Et ça, tu t'es inspiré d'un modèle qui venait d'ailleurs, ou c'est vraiment sorti d'une réalité concrète d'ici? C'est que il fallait trouver une offre différente. Ok. Parce qu'on Grand Saconnet, 20% de vacances. Comment on fait pour attirer? Ouais. Puis on s'est dit c'est simple, il faut essayer de trouver une idée qui va attirer énormément de services, qui va attirer. Oui. Et pour attirer, on s'est dit on fait un truc un peu plug and play. Quand tu viens chez nous, en fait, t'as déjà beaucoup de services autour, qui sont tout proches. Ouais. Et donc qui font que tu vas apprécier être dans cette entreprise, dans cette localisation, parce que c'est simple. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a peu de temps, tout est pressant. On a besoin de flexibilité. On a besoin d'agilité, exactement. Du coup, ouais. Et du coup, d'offrir cette offre très diversifiée et très agile pour chaque entreprise, elle apporte vraiment un service qui n'existe pas beaucoup, une offre qui n'existe pas beaucoup en fait aujourd'hui en Suisse. Génial. En tout cas, bravo pour ça, parce que c'est pas des cas qu'on entend tous les jours finalement. Mais c'est pour ça que moi je suis beaucoup aussi ce que tu fais. Je trouve c'est toujours assez pertinent la façon dont on va beaucoup parler d'industriel, parce que c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Et d'ailleurs, on va revenir, donc peut-être que je vais pas teaser la suite. Mais en gros, quand tu parles de ça, je rebondis sur la question suivante. Certains parlent aussi de la mort lente des surfaces de bureaux et des commerces. Est-ce que toi, tu confirmes cette tendance, ou est-ce qu'on est en plein fantasme collectif? Et finalement, et puis ça, on va rebondir aussi après, pourquoi l'industriel attire autant aujourd'hui? Alors, pour la première question, il y aura toujours besoin de surfaces de bureaux. Moi, je crois pas que c'est la mort lente. Je crois juste qu'il y a aujourd'hui peut-être un besoin un peu moindre. Peut-être qu'il y a aussi une offre trop importante. C'est peut-être ça aussi. Ou des offres qui sont désuètes parce qu'il n'y a pas assez de services, il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a pas le fitness en bas, etc. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, on a dans un problème de vétusté programmatique. Ouais, c'est ce que je pense, moi, en tout cas. Ouais. Donc, ça veut dire que ça correspond pas à la demande. Et donc, tu dois trouver des solutions qui vont, comme on l'a fait typiquement à Octogone. Ouais. Tu dois trouver la bonne solution. Mais il y aura toujours besoin de places de bureau. Je veux dire, le télétravail, on voit aujourd'hui, il y a un retour en arrière. Exactement. Et puis il y aura toujours besoin de showroom, parce qu'aujourd'hui on achète volontiers sur Internet. Oui. Mais on aime bien quand même d'aller voir sur place, puis de se rendre compte, puis de toucher, et puis voilà. C'est quand même une majorité de gens qui aiment bien aller regarder, quoi. Donc moi j'y crois pas à cette mort lente. Et puis après pourquoi l'industriel est intéressant? Je crois qu'il y a des qualités qui font qu'aujourd'hui l'industriel c'est une réelle force. C'est vraiment un produit qui apporte plus que le commercial, puisqu'en fait, il a une prime de rendement. Donc, il apporte à peu près 150 à 200 points de base, donc 2% de plus qu'un investissement dans le commercial, avec une volatilité qui est moindre. Oui. Donc, il y a vraiment des raisons claires, factuelles, pour dire, OK, on va investir dans cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs qui est peu investie aujourd'hui, qui est pas très peu investie par les caisses de pension, par les institutionnels, parce qu'elle n'est pas connue. Ouais. Et puis, en fait, on a l'impression que c'est des risques. En réalité, faut se rendre compte que le tissu d'industrie en Suisse, c'est des PME. C'est plein de PME. C'est ce que j'allais dire. Je voulais rebondir, mais tu vas. C'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, c'est connu, hein. Et puis c'est ce qui fait la force de la Suisse. Exactement. Donc même si tu appliques des tarifs, oui, ça va impacter une partie, mais ça va pas impacter toutes les sociétés. Bien sûr. Et puis c'est les sociétés, c'est les PME qui rendent des services en Suisse et dans les alentours. Oui. Donc en Suisse, il y a quand même une économie qui est plutôt bonne, un pouvoir d'achat qui est élevé.
qui va drainer en fait tout ce tissu économique. Je réfléchis à haute voix, c'est pas du tout les questions, mais est-ce que justement, par exemple, des startups qui se lancent, qui ont un besoin, quand tu as un parc immobilier peut-être comme le vôtre, tu aurais pas un format d'abonnement en disant, écoutez, vous êtes une startup à moins de 3 personnes, c'est temps, et après on vous requalifie. Puis en fait, alors j'en parle dans un autre podcast, mais c'est boucler une boucle, un écosystème qui est fermé où en fait vous allez les accompagner de A à Z tout au long de leur vie. On n'est plus comme dans le courtage, on n'est plus dans le projet d'un achat, mais on est dans le projet d'une vie. Parce que finalement, dans l'industriel, il y a peut-être pas ça à creuser. Je réfléchis à haute voix, peut-être que je dis des conneries, mais non, mais je pense que c'est juste. En tout cas, nous, on l'a mis en place, à Octogone, où en fait, on a on a un endroit où on peut accueillir des petites sociétés, même c'est une place de travail. Ouais. Donc c'est du desk sharing. Oui. Et puis, en fait, il peut augmenter chaque jour, parce qu'il paye au mois, mais enfin, il peut augmenter quasiment chaque jour ce nombre de places de travail. Et puis, quand il a suffisamment de places, il se dit voilà, j'ai besoin de 200 mètres carrés, il peut passer à l'autre programme. Tout à fait. Où on loue 200 mètres carrés. Coworking, ouais, exactement. Ok. Donc voilà, mais nous on l'applique en tout cas pour la partie bureau aujourd'hui, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui pourrait être applicable aussi à cette classe active, clairement. Ouais. Ok. Et dans un monde où tout le monde se compare, alors plutôt dans le courtage, mais est-ce que Railstone regarde les performances de ses concurrents ou vous tracez votre route? Alors, tu traces ta route parce que tu as une idée en tête. Bien sûr. Tu as une vision, et puis ça c'est clair que tu vas chercher cette vision-là. Mais en même temps, tu peux pas le faire tout seul. C'est-à-dire que tu es quand même toujours comparé à tes compétiteurs. Bien sûr. Et donc tu vas clairement toujours te benchmarker. Nous on le fait. On a toute une équipe de portfolio management qui on leur demande de nous faire 2 fois par année un benchmark sur tous nos concurrents, où ils en sont. C'est quoi la performance boursière, c'est quoi la performance organique. Oui. Parce qu'on est beaucoup comparé via les institutionnels sur la performance organique, plus que sur la performance boursière. Alors que pour les privés, on est plus comparé avec la performance boursière. Vous êtes sur Six, Ouais. On va en reparler après. On est coté à la bourse suisse, exactement, avec nos 2 fonds cotés. Mais bien sûr que on se compare, c'est normal. Et puis tu dois être meilleur que tes concurrents, c'est normal. Donc toi, t'as ce positionnement. Parce qu'il y en a qui, non, il y en a pas. J'imagine que certains sont plus encore un peu à la bonne franquette où eux ils roulent leur boss et puis ils ont des investisseurs qui sont là depuis longtemps. Ouais. Et qu'ils font moins ce travail. Ils ont de la chance, Ils ont de la chance, clairement. Parce qu'aujourd'hui, avec un investisseur plutôt averti, il va comparer puis il va regarder ce qui se passe autour. Ouais. Ok. Très intéressant. Et honnêtement, est-ce qu'il est encore possible de faire des bonnes affaires en résidentiel en Suisse romande? Parce que moi, je vais te parler d'un cas concret. En fait, l'autre jour, j'ai visité un petit studio pour de l'investissement et j'ai appris que c'est vous qui vendiez en bloc 2 immeubles pas loin d'ici. J'ai pas envie de te dire pourquoi, mais est-ce que c'est pas rentable finalement? J'ai cru comprendre un peu techniquement ce qui se passait là-bas avec des locataires qui sont là depuis longtemps. J'en sais pas plus, mais voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est encore rentable de faire du résidentiel en Suisse finalement? Alors, oui. En fait, faut toujours comparer ça au taux d'intérêt. Oui. Nous, on a un métier qui est complètement, je dis là, l'immobilier de rendement. L'immobilier de rendement n'est pas l'immobilier de PPA ou l'immobilier de villa. L'immobilier de rendement, il faut toujours le comparer en fait au taux d'intérêt. Aujourd'hui, si je regarde le taux d'intérêt sans risque, aujourd'hui on prend le taux de la Confédération suisse à 10 ans. Oui. Proche de 0. Si on voit le taux d'intérêt en fait de nos fonds, on est entre 2 et 3%. Ok. On a une marge quand même assez intéressante qui fait qu'aujourd'hui, cette classe d'actifs immobilière indirecte est attractive. D'accord. Via les investisseurs institutionnels. Donc oui, c'est intéressant. On peut encore faire des bonnes affaires. Et est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires? C'est la question parce que c'est forcément oui, on peut faire on peut faire des bonnes affaires. Maintenant, il faut encore plus d'expérience et d'expertise qu'auparavant. Parce qu'il faut aller bien comprendre en fait comment on va pouvoir rénover, quel est le coût de cette rénovation. Oui. Ne pas oublier les mises en conformité. Est-ce qu'on peut densifier? Parce que c'est surtout avec la densification qu'on va créer de la valeur. Comment on peut faire évoluer les loyers aussi dans le temps. Toute cette expertise, cette expérience, il faut l'avoir parce que sans ça, si on achète au mauvais prix, c'est clair qu'on n'arrive pas à créer la valeur qui était escomptée. Donc, mais au-delà de ça, parce que ça c'est logique, c'est votre travail, on va dire, d'analyser un bien pour voir si c'est une bonne affaire. Est-ce que en amont de ça justement, pour être les premiers, parce que sinon vous êtes face à tout le monde,
vous avez mis en place des processus de captation de signaux faibles. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des personnes qui vont identifier effectivement des opportunités. Ok, ouais. Et donc c'est leur job, hein. Oui. Donc ils vont aller chercher en fait via leur réseau des opportunités. Et c'est parfois via ce réseau-là, enfin via ce procédé qu'on arrive à attraper en fait des opportunités très intéressantes. Ouais. Ok. Mais pas que. Il y a de tout. Bien sûr. Ouais. Et puis c'est aussi, effectivement, après comment toi tu travailles le produit par rapport à la vision que vous avez, puis le savoir-faire. Ouais. Ça, chacun a ses techniques et ses technologies. Et en parlant de technologie, l'IA dans l'IMO, est-ce que toi tu y crois? Est-ce que tu vois des cas concrets où elle peut vraiment changer la donne, que ce soit en acquisition, en gestion ou même analyse d'actifs? On parlait en off de certaines startups qui sortent aujourd'hui. T'en penses quoi toi de l'IA? En fait, ça va nous aider. Ça nous aide déjà, hein, d'ailleurs. Okay. Nous, ça nous aide déjà. On l'utilise pour certaines choses. Okay. Rien que pour faire la traduction. Alors, c'est tout bête, hein, mais enfin voilà, on l'utilise déjà pour nous aider en fait même à rédiger des choses. Ça peut nous aider. Par contre, ça pourra nous aider encore plus dans le futur. Par contre, pour arriver à ça, il faut déjà avoir toutes les données en place. Et puis l'immobilier, c'est un peu le problème, c'est qu'on a très très peu d'informations en fait. Ouais. On n'est pas assez digitalisé dans l'immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est dur de structurer la donnée encore. C'est très très dur. Ouais. Nous, c'est un de nos objectifs, hein, pour être transparent avec toi. Et voilà, le but c'est déjà d'avoir la data. Et quand on aura ça, on va pouvoir commencer à travailler cette data et aller plus loin. Et il y a même des startups comme Recarta, Géo, Etienne, etc., qui eux, si j'ai bien compris, prennent tout ce qui est encore papier, etc., et structurent la donnée de façon très propre. Je sais pas si tu l'as déjà eu, ou si vous avez déjà présenté son offre, mais c'est typiquement un truc où moi je pensais que c'était déjà acté. Et en fait, je me rends compte que le milieu, mais il est pas du tout encore à ces eaux-là qui dans d'autres secteurs, télécommunications, enfin peu importe, ça fait déjà un moment qu'ils y sont passés, quoi. Ouais, c'est juste. Mais je vais te donner une illustration, c'est qu'on a toujours construit en briques, on construit toujours en briques. Oui. Mais c'est un petit peu ça qui s'est passé dans l'immobilier, c'est qu'on fait un peu toujours la même chose. Et effectivement, il faut qu'on évolue de manière assez substantielle, quoi. Tu vois, j'ai pas posé, mais en fait c'est hyper intéressant. Les grosses imprimantes 3D là qui est aux États-Unis ou construites, ça tu as réfléchi pas ça typiquement en termes de rendement, j'imagine que c'est beaucoup moins coûteux et pour les mêmes performances. Est-ce que ça c'est des choses que toi tu analyses qui se passe ailleurs? On regarde, on a une veille en fait effectivement sur les matériaux, sur les procédés de construction. Ouais. Et oui, on regarde, mais on regarde. Ok, ouais. C'est quand même impressionnant. Après, c'est pas les mêmes lois, etc. Ouais. Ici, si tu fais un immeuble rond, je pense que ça va jamais passer. Mais l'imprimante 3D, je pense quand même que c'est l'avenir. Non, c'est intéressant. Qui va remplacer la brique à 10, 20 ans, enfin à voir, hein, mais c'est. Nous, on s'intéresse beaucoup en fait à des procédés, enfin des procédés ou des matériaux qui pourraient nous aider sur la décarbonation. Ok, ouais. Je suis ça d'un peu plus près. Oui. Et puis on discute avec certaines startups pour essayer de trouver, mettre en place un projet pilote ou des choses comme ça. Pour justement voir comment ça peut évoluer, et puis voir si ça peut nous aider. Et puis le but c'est quoi? C'est gagner en efficience, c'est gagner d'un point de vue financier aussi. Hein. Bien sûr, là il faut que ça soit rentable. Il faut que les deux aillent en parallèle. Pour moi, ça serait faux cul de dire que là on fait de la durabilité que pour la durabilité. La durabilité doit être égale rentabilité. Parce que c'est le cœur de votre métier. Et puis ceux qui disent le contraire, à mon avis, c'est du bullshit. C'est du greenwashing. Ouais. Clairement. En fait, c'est pas possible. Vite vu. Pardon. Comptez-vous, vu que tu m'as dit que vous aviez 4 actifs, enfin 4 offres entre guillemets, comptez-vous coter votre fonds industriel en bourse un jour justement? Oui, c'est l'objectif. Aujourd'hui, il est encore trop petit, clairement. Hein. Il pèse un peu plus de 100 millions. Mais oui, c'est bien sûr l'idée. Ça permettra de rémunérer en fait les seed investors, j'ai envie de dire. Ok. Et selon toi, par exemple, pour rebondir sur ce type de clients qui pourraient être intéressés, mais des grosses entreprises comme Amazon, enfin tout ce qui est lié au e-commerce, la logistique, etc. Pourquoi aujourd'hui ils n'ont pas de centre de distribution en Suisse? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est trop petit? Ou les deux? Parce qu'à mon avis, c'est même les deux. Ah, c'est probablement les deux. Puisque je pense que la Suisse, pour un mastodonte comme Amazon, c'est un trop petit marché. Ouais. C'est un trop petit marché avec des réglementations complexes. Ouais. En plus,
différentes dans chaque canton en plus, avec des 4 langues différentes en plus. Enfin voilà, c'est une complexité. C'est un enfer. Pas besoin d'aller chercher quoi. Ils ont meilleur temps de se mettre à Lyon, à Strasbourg et puis envoyer les colis centralisés. Exact. Intéressant parce qu'on parlait justement avec Vincent Leroux de CBRE dans un ancien podcast que ici on va devoir un peu au modèle japonais devoir construire surtout en hauteur et pas en longueur parce que de toute façon au bout d'un moment ça va pas être possible. Et puis qu'il y avait un projet pilote à Genève qui était sorti, je me rappelle plus du nom, et que tout le monde était en train d'analyser comment ça se passait de ce côté-là. J'aimerais bien en refaire un podcast à lui parce que je trouve que c'est hyper intéressant du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est aujourd'hui on doit densifier, mais personne veut densifier devant chez lui. Non, ça c'est clair. Comme tout hein. Mais c'est la problématique puisqu'en fait c'est la seule solution. Parce qu'en fait, c'est dans les centres-villes qu'il y a toute l'offre nécessaire de services d'infrastructure pour accueillir le mieux possible en fait des entreprises et puis des habitants. Simplement qu'aujourd'hui, dans ces centres, la politique elle est frileuse et elle ose pas densifier. Elle est même en train de se dire ok, il y a des quartiers, on va plus densifier du tout. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir ce courage pour dire on veut plus densifier parce que c'est la seule solution et c'est comme ça qu'on va pouvoir satisfaire le plus de monde possible. Aujourd'hui, on sait que on construit pas assez. S'il y a une pénurie de logement, c'est aussi qu'on n'a pas assez de courage pour dire ok, il faut qu'on densifie plus ou alors si on peut pas densifier plus, on construit plus mais à côté. Mais aujourd'hui, on n'arrive à faire ni l'un ni l'autre et c'est un réel problème. Il y a eu que Buchigny où on a pu densifier un petit peu sur l'os lausannois, mais ça redevient aujourd'hui compliqué. Et là, d'ailleurs, on est dans des bureaux où il y a le projet de la RASUD, où il y a la mise à l'enquête actuellement, où on voit que là, ils veulent densifier. Et je pense qu'ils sont partis pour 5 à 10 ans, entre guillemets, de galère avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Hein. On va pas se mentir. Vous avez levé des fonds dernièrement. Alors, c'est peut-être une question bateau, mais où est-ce que on va chercher la rentabilité aujourd'hui? Dans des investissements où effectivement on va pouvoir créer de la valeur avec des stratégies un peu différentes que ce qu'on voit de manière courante. Donc effectivement, ça sera pas dans un objet résidentiel plein vanilla tout neuf, parce qu'on va payer un prix beaucoup trop élevé, ou alors on l'a réussi à l'avoir à des conditions qui sont hors marché. Mais ça sera plutôt dans une conversion type commercial en logement, ou dans une rénovation, densification un peu plus complexe qui nécessite beaucoup plus de compétences. Et peut-être aussi un timing différent, faut un peu plus attendre, ou nous on va pouvoir se permettre d'un peu plus attendre qu'une personne lambda qui a un investissement et qui doit avoir assez vite du rendement. Tout à fait. Donc c'est surtout que vous avez les reins solides entre guillemets. Voilà, c'est ça, c'est que nous on arrivera à avoir avec une fortune sous gestion de 5 milliards, tu peux te permettre d'attendre un peu plus que quelqu'un d'autre sur des objets un peu plus compliqués et puis d'investir dans des objets un peu plus compliqués. Maintenant, nos investisseurs, ils attendent tous une rentabilité élevée. Bien sûr. C'est quand même ce qu'on doit rendre à la fin. Donc oui, je suis d'accord que c'est pas facile, mais il reste des niches d'investissement intéressantes. Et dans ce développement-là, tu parlais d'Octogone, justement, votre projet. Est-ce que les fonds immobiliers doivent pas aussi un petit peu se réinventer en faisant toujours l'immobilier? Mais je réfléchis à haute voix, mais aujourd'hui, par exemple, quand tu as des locaux qui sont vides, est-ce que, par exemple, alors parce qu'on est en train de parler, tu mets pas un système de podcast où par abonnement t'es filmé, etc. Est-ce que tu mets pas en fait, vous créez vous-même vos propres abonnements, vos propres offres, et elle est pas sous-traitée, donc vous aurez une personne qui est dédiée à ça, et puis l'argent il va passer par là, parce que quand je vois des fois pour connaître plusieurs milliards, voire faire plusieurs secteurs entre guillemets, il y a des choses qui sont très rentables. C'est juste que c'est pas votre métier, mais c'est très dommage parce que finalement ça peut amener du rendement supplémentaire. Enfin voilà, je veux pas aller plus loin, peut-être que c'est des discussions qu'il faut avoir en off, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Non, mais c'est juste, je pense que nous notre job, en fait, c'est d'apporter en fait une zone, une surface locative, et d'apporter les prestations qui sont demandées en fait par le futur locataire. Donc oui, bien sûr que dans ces prestations-là, à l'instar de ce qu'on a fait à Octogone, mais je dirais à l'instar de ce qu'on a fait aussi ailleurs dans d'autres objets, ou par exemple dans le logement de plus en plus, par exemple tout ce qui est logement pour étudiants, on va inclure un certain nombre de services supplémentaires. Le Wi-Fi. Est-ce qu'on ajoute maintenant la blanchisserie, quid? Voilà. Nous dans les logements meublés, c'est inclus. Abonnement télé, le Netflix si c'est chez les jeunes. Enfin, des trucs tout bêtes, hein, mais quand tu cumules 10 francs par-ci, 10 francs par-là, etc., et que tu es un étudiant, ça peut faire la différence sur un marché qui est déjà, alors qui est porteur, un résidentiel,
Mais ça pourrait faire la différence, effectivement. Ça fait la différence et en fait, de nouveau, je pense que nous, quand on va chercher un objet à louer, on veut quelque chose de simple. Bien sûr. On veut pas s'embêter avec une multitude d'abonnements. On préfère si tout est en une fois, on paye une fois, c'est réglé. C'est one stop shop, quoi. Ouais, bien sûr. Et on arrive de plus en plus à ça, c'est vrai. Ok. Ça, c'est des pistes que vous explorez, que vous avez analysées, identifiées. Vous avez déjà des choses qui sont en cours ou c'est en train de... C'est en cours et en même temps, c'est en pleine réflexion. C'est en cours et en même temps, sur certains objets, il y a déjà une offre qui est incluse. Très bien. Et dans un monde incertain qui serait gouverné par l'IA, est-ce que l'immobilier suisse ne serait pas la valeur refuge ultime? Moi, je pense que vous êtes parti pour des beaux jours quand même, quand vous êtes un fonds immobilier en Suisse. Bon, ça a toujours été, j'ai envie de dire. Ça a toujours été une valeur refuge, comme le franc suisse. Mais oui, plus les taux d'intérêt seront proches de zéro, plus c'est une valeur assez intéressante. On voit que si on se compare à d'autres pays, le franc suisse est aussi une valeur refuge. Oui, bien sûr. Donc effectivement, l'immobilier, clairement, en est une. Et puis ça va continuer comme ça, vu ce qu'on voit de manière géopolitique. En plus, si je prends les États-Unis, où en fait le dollar se dévalorise chaque année. Oui. Du coup, effectivement, ça. Et puis j'en parlais, la fuite des capitaux. Alors c'est plus pour le courtage, mais on se rend compte que je crois que c'est 8000 Britanniques, 7000 Français qui partent de ces pays-là pour arriver soit en Italie, quand même aux États-Unis, Dubaï, Suisse. Je crois que c'était dans le top 5. Ouais. Ça reste un marché qui est attirant parce que les politiques des autres pays, font que ils aiment pas forcément ils veulent imposer les plus riches. Ouais. Et du coup, il y a une fuite quand même de capitaux important. Toi, tu le vois dans ton business à toi aujourd'hui? Ok. Alors, moi, je trouve il y a un truc qui est important, c'est que la Suisse reste le pays le plus innovant dans le monde. Ok. Ouais. Ça, c'est un benchmark qui est fait chaque année par IMD. Et grâce au PME notamment d'ailleurs. Exactement. Mais grâce aussi à deux sites, donc le PFL et puis le PFZ. Qui apporte vraiment de l'innovation, qui fait venir des cerveaux ici en Suisse. Et en fait, les entreprises, et beaucoup d'entreprises viennent proches de ces environnements-là, de ces universités, pour justement capter en fait cette effervescence et cette matière grise qui est importante pour eux, pour développer du R&D, des nouveaux produits, etc. Et donc ça, on attire aujourd'hui en fait une population ici en Suisse grâce à ça. Ouais. Et je pense que ça, faut le garder. Ça, c'est une énorme force. Ouais, oui. J'ai appris l'autre jour, rien à voir, mais sur Brut, que Bruno Le Maire, qui était l'ancien, ministre du budget en France, était prof. Je sais plus si c'est à l'HEG, à l'HEC ou à l'EHL. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il le fait pas en Suisse. Enfin, il le fait pas en France, pardon. Ouais. Il le fait et il a dit, je veux absolument garder ses cours et mes élèves. Ouais. Je trouve que pour moi, je trouve que c'est extraordinaire. Pour la Suisse, c'est génial. Alors, peut-être qu'on dévie un peu du sujet de base, mais ça prouve aussi ce que tu es en train de nous raconter, c'est qu'il y a une telle matière grise, il y a un tel savoir qu'il faut à fond qu'on l'exploite, quoi. Ouais, clairement. Et puis c'est ça qui fait l'attractivité de la Suisse, c'est ce qui fait que ça reste, à mon avis, ça va rester encore tant qu'on investit. Il faut investir là-dedans, il faut continuer à investir. Ouais. Mais ça va rester effectivement, l'immobilier va rester intéressant puisque en fait, tant qu'on attire des gens ici en Suisse, l'immobilier reste intéressant. Ouais, trop bien. Et est-ce que pour des fonds comme le tien, le vrai terrain de jeu justement, c'est en Suisse romande? C'est IMO 25 à Zurich, la messe d'immobilier suisse, on va dire, ou au-delà de nos frontières, ou le digital. Est-ce que ça, tu peux... C'est tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est clair qu'il faut de la visibilité. Donc, nous, on fait du one-to-one. On a des personnes qui vont voir nos investisseurs, qui vont démarcher. Donc, on a vraiment du one-to-one de manière assez importante. Après, on a les événements. Comme tu les as cités. Oui. Et ça, c'est important. On voit pas mal sur LinkedIn. D'ailleurs, vous communiquez souvent et de façon pertinente. Exact. Et c'est important aussi pour nous. C'est la visibilité. Et puis bien sûr que après il y a les journaux encore. Et puis après il y a encore toute la partie digitale. Oui. Donc nous on utilise beaucoup LinkedIn. Oui. Mais tout ça, c'est important. Ouais. Tout ça, c'est un tout en fait. C'est un tout. Mais IMO 25 à Zurich, j'ai l'impression que c'est quand même la messe de l'immobilier au terme de l'événement. Parce que tu vois même des délégations qui viennent d'autres pays, alors que si on en fait peut-être en Suisse, t'as pas vraiment des délégations comme pour l'avoir fait le mois de janvier l'année passée.
j'ai l'impression, ça fourmille, quoi. T'es là-bas 24 heures, enfin 48 heures pour ceux qui restent de jour. Ouais. Et t'as l'impression que enfin, Disneyland, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Ce qui est marrant, c'est que ils l'ont fait exprès pour attirer les investisseurs. Oui. Aujourd'hui, ça s'est complètement transformé et c'est devenu en fait vraiment effectivement, il y a tout l'environnement immobilier qui vient. Oui. Et nous, c'est intéressant. Nous, on y va, on continue d'y aller parce que avant, on venait pour nos investisseurs. Aujourd'hui, on vient pour voir tout l'environnement, pour voir en fait. Aussi les startups qui se présentent, etc. Exactement. Et puis des courtiers, et puis des asset managers, etc. Même nos peers, nos compétiteurs, en fait. Ça permet de voir tout le monde en 2 jours. On a vu tout le monde. Ouais. Voilà, c'est quand même Puis intéressant. c'est aussi pour benchmarker, voir ce qu'ils proposent, etc. Exact. C'est hyper intéressant. Ok, donc pour toi, faut être 360. Oui. Au-delà de nos frontières aussi. Ça passe par le digital du coup. Ouais. On n'est pas présent. Ouais. Pour être honnête, mais non, ça passera par le digital et puis voilà. Ouais. Ok. Vous êtes l'un des groupes, on a demandé, les plus visibles aujourd'hui entre les posts, les événements ou prises de parole. Ça, c'est mon avis. En faisant du marketing immobilier, j'ai quand même et puis avec les podcasts, j'ai une jolie cartographie de tout ce qui se fait dans tout le milieu. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. Et on travaille pas du tout ensemble. Hein. C'est quoi, pour toi, une stratégie de com réussie? Est-ce que ça passe aussi par le personal branding? Parce que pour moi, Julien Raymond, c'est aussi une personnalité, alors, qui est, à mon avis, aussi forte que Realstone, en tout cas, dans l'univers de LinkedIn, on va dire. Mm-hmm. Ouais, ça passe aussi par ça, parce que t'es obligé de mettre une image, un visage, sur une marque, parce que c'est aussi pour nos investisseurs, je suis la personne, en fait, qui incarne, les produits, clairement. Mais c'est bien d'avoir aussi, pour n'importe qui, en fait, d'avoir un visage, qui permet d'avoir cette relation humaine, entre la société et le monde extérieur à la société. Donc oui, le but c'est d'avoir ces deux, c'est d'avoir le tout, comme on disait avant, plus ça pour avoir cette humanité, parce qu'on reste quand même, c'est une équipe en fait derrière. Mais il y a pas que moi. Et puis vous avez un responsable de com. Voilà, exactement. J'avais vu, je sais plus, il s'appelle Mirko. Exactement. Si Mirko Martino. Donc vous avez vraiment identifié que vous aviez besoin de quelqu'un à l'interne pour cette partie-là, parce qu'il y en a qui l'ont pas du tout, par exemple. Ouais. C'est parce que on est une entreprise où on veut mettre en avant des valeurs. Ce sont nos valeurs. D'accord, avec leur temps. Où il y a l'esprit d'équipe pour nous est important. Mais il faut aussi mettre des visages sur l'équipe qui va en fait faire travailler cette entreprise. Oui. Et donc nous, on est bien conscient de ça et on veut le mettre en avant. Ouais. Trop bien. Et pourrais-tu donner un conseil à un jeune qui souhaite faire carrière dans un fonds? Il faut faire des études en fait dans le domaine immobilier ou dans le domaine financier. Exact. C'est la question. C'est un peu ça en fait, je pense. Il y a les deux voies aujourd'hui. Oui, parce que en fait, nous on recherche. Enfin, ce qui est drôle, c'est que notre métier, il est quand même vachement diversifié. Et avant que j'arrive chez Realstone, je me rendais pas forcément compte, mais on fait de la construction et l'innovation. Ça, c'est un métier, c'est chef de projet. Bien sûr. Il faut des études, en fait, d'ingénieur civil, quoi. Oui. Ou architecte, à la limite, mais vraiment plutôt ingénieur civil. On fait de la gestion immobilière. Bien donc sûr. ça, il suffit d'avoir un brevet, à la limite, ça suffit. Puis vous avez une équipe à l'interne. Je connais une de personnes. Ouais, exactement. Et puis à l'autre extrême, on a toute la partie financière, faire du reporting, puis portfolio management où il faut faire de la projection. Donc là, c'est vraiment finance pure. On va faire de la projection pour s'assurer qu'effectivement les dividendes vont pouvoir croître sur les prochaines années, puis on va bien planifier en fait tous ces investissements dans le fond sur les 15 prochaines années. Ouais, tout à fait. Et puis après, il faut pouvoir restituer ça aux investisseurs. Il faut une équipe quoi. Donc il faut quand même se former, se former spécifiquement. Et puis soit prendre la filière de la finance, soit prendre la filière de l'immobilier en tant que tel. Ouais. Mais il y a de la place un peu pour tout ça. Ouais. Trop bien. Et d'ailleurs, vous avez des relations avec des gérances immobilières. Je vais rebondir à une question que j'avais pas posée, mais qui m'est venue comme ça à l'époque. Mais en tant qu'acteur institutionnel, comment voyez-vous le futur des gérances immobilières? Parce que honnêtement, vous leur mettez beaucoup de pression. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ils doivent se digitaliser. On leur impose des fois, on leur impose des outils. Voilà. Comment toi tu vois l'avenir des gérances si elles sont pas 360? C'est-à-dire que si elles font pas un peu de courtage et de PPE, je pense que alors, si tu fais bien ton job et que tu as une taille critique,
mais je trouve que l'entre-deux, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est pas facile parce que c'est un métier qui génère du rendement sur du volume. Exact. Aujourd'hui. Et c'est pas facile. Et on voit que de plus en plus de privés, justement, vendent leur objet immobilier parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Ils ont pas envie de faire la transition énergétique, etc. Donc, quand ils vendent, ça passe souvent aux mains institutionnelles. Bien sûr. Et donc, c'est de plus en plus des instituts qui détiennent ces parcs immobiliers et c'est des institutionnels qui mettent de plus la pression, effectivement, à ces régies. Ouais. Donc, elles doivent trouver le moyen d'être beaucoup plus efficaces, quoi. Ouais. Et donc, de passer par de plus en plus de digitalisation. Ça, c'est important et je m'en rends compte aussi. Alors, je pense là, c'est générationnel. Mais c'est quand même un travail pénible quand on a un assistant de gérance et qu'on se fait allumer du lundi matin au vendredi soir. Il y a du turnover dans tout, il y en a pas une qui fait mieux que l'autre. Je trouve quand même que c'est compliqué. Pour moi, ils sont obligés de digitaliser une partie du métier parce que déjà, je pense qu'ils vont avoir de la peine à recruter une nouvelle génération qui accepte de moins en moins la critique et puis je peux le comprendre, et de se faire allumer H24 après avoir signé son bail pour rentrer. Donc ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est... Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que pour nous, c'est un métier qui est hyper important. Parce qu'en fait, c'est nos yeux et nos bras et nos mains, en fait, sur le terrain. C'est votre garantie. Bien sûr. Donc, en fait, c'est la garantie que ce soit bien géré. Donc, pour nous, c'est un acteur important. Mais à tel point que nous, on s'est dit, nous, on a aussi à côté de ça des concierges. Oui. Et on est en train de leur donner un peu plus de compétences. Ok. Justement pour avoir aussi de notre côté, avec les concierges, une partie de la gérance technique qui est faite par eux directement. Ouais. Justement tout simplement pour garder le lien en fait avec le locataire. Parce que c'est ce lien qui est intéressant à garder. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé l'année passée. On mettait en place. Ok. Vous leur imposez des outils digitaux ou pas du tout, vous? Alors, je sais que par exemple certains imposent Taillot, par exemple, et que du coup ils doivent s'y mettre. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à bosser avec, par exemple. Ouais. Alors, typiquement Taillot, oui, on leur impose pour ceux où on a mis en place cette régie, donc c'est toute la Suisse romande. Ouais. On a mis en place, je veux dire, cette conciergerie plus. Oui. Donc ça, parce qu'on tout passe par Taillot du coup. Ok. Ouais. Bon, c'est plus facile, c'est clair. Exactement. Par contre, sinon non, on n'impose rien. Et puis, en fait, par contre, ils doivent se connecter en fait à notre système comptable, financier. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une remise d'informations mensuelle qui doivent être faites. Toute l'information financière et immobilière. Il y a un update qui est fait chaque mois en fait. Ok. Chez nous. Génial. Petite anecdote. Tu me diras, si elle est juste ou pas. Mais à l'époque, quand je travaillais chez Deram, j'avais cru comprendre que c'était Yvan Deram qui avait créé Solvalor 41 à l'époque, si je me trompe pas, peut-être que je dis n'importe quoi, et qui avait été ensuite vendu. Est-ce que Realstone, c'était aussi Solvalor ou rien à voir? Est-ce que tu peux un peu me parler de la genèse de cette création-là? Parce que, mine de rien, monsieur Deram et toute cette génération qui est venue derrière, ils ont quand même créé beaucoup de choses et je les ai trouvés très ingénieux et talentueux. Ils ont quand même une histoire de plusieurs 125 ans, 130 ans. Et je les trouve toujours très malins, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, donc nous, on a eu l'opportunité d'acheter, en fait, Solvalor Fund Management, qui était la société de direction du fonds Solvalor 61. Ok. Ça, c'était en 2014. Et puis, effectivement, après, on a fusionné les sociétés. Et puis voilà, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une direction de fonds qui s'appelle Realstone. Ok. Qui gère, en fait, le produit Solvalor 61. D'accord. Mais l'histoire de Solvalor 61, ça a été créé en 1961. Parmi les premiers fonds immobiliers directs en Suisse. Ouais, c'était même premier, dans les premiers. Dans les premiers, dans les premiers. Et puis ça a effectivement été créé par la famille Deram, donc William, je pense le père d'Yvan. Oui. Et puis pendant plusieurs années, ce fonds a acheté en fait des terrains. Dans les années 60, il y avait l'Expo 64 qui est arrivé, et donc l'autoroute qui allait arriver également entre Genève et Lausanne. On a acheté beaucoup de terrains en fait qui étaient constructibles, mais qui ont été dézonés en fait juste après. Et donc ils sont restés pendant une vingtaine d'années avec des terrains non constructibles dans ce fonds. Donc le fonds était passablement, on va dire, inactif pendant une bonne vingtaine d'années, puis en fait a démarré vraiment à partir des années 80. Il a vraiment démarré sa progression, quoi. Ok, trop bien. Et donc c'était un peu c'est une question que j'avais pas, je savais plus quelle était la vraie histoire de tout ça, mais ok, c'était comme ça. Aurais-tu voulu que je te pose une autre question? Non, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Est-ce que tu te vois toujours chez Realstone dans 10 ans? Absolument, ouais. Ouais, c'est un
fait, c'est un métier qui est super intéressant, qui est aussi basé beaucoup sur le relationnel. L'immobilier suisse et l'immobilier financier, donc comme je le vis avec les fonds de placement, beaucoup de relationnel, et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui va faire la différence. Comme ça, parfois, tu vas pouvoir avoir en fait une opportunité qu'un autre n'aura pas. Et donc, c'est tout le challenge, c'est tout le défi. Ouais. En même temps, tu dois construire également les logements de demain, ou les surfaces commerciales de demain. Oui. Et ça nécessite de la créativité. On en a parlé, typiquement Octagone, mais tu dois réfléchir à ce que le locataire a besoin. Et tu dois essayer de mettre le modèle de demain. Et ça, c'est passionnant. Oui, c'est hyper passionnant. Et pour finir avec ça, parce que sinon, je pense que tu as aussi une ou deux séances après, et je vais pas te prendre trop de temps. J'ai vu dernièrement, il y a 6 mois, le reportage sur Prime de la chute de WeWork, qui est un truc de coworking où le mec complètement allumé, il s'est dit non mais en fait c'est une entreprise technologique, on va faire le Facebook mais avec du physique. Il s'est cassé la gueule complètement. Et je trouve que dans la façon dont il a voulu innover, c'était intéressant. Je pense qu'il y a toujours ce type de discussion. Mais voilà, vous restez quand même un fonds immobilier. Vous n'êtes pas un fonds technologique. Et il fait plein d'argent maintenant et je pense qu'il se promène un petit peu à gauche à droite. Mais effectivement, en fait, à travers l'immobilier, il y a tout. Parce qu'il y a de la vie dedans, il y a des gens qui ont un business, il y a des complexités. Forcément, il y a du rendement, c'est sûr. Mais en fait, tu touches à tout. Parce que dans la pyramide de Maslow, c'est tout en bas. Et puis vous, d'un côté, vous devez aussi faire de l'argent sur ça. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et que vous le faites bien. Donc, merci. Merci à toi pour avoir participé à ce podcast. Et puis, on fera peut-être le point d'ici quelques années. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Joël. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.